Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du management transversal en situation de crise et de changement. J'ai une expérience de plus de 12 ans d'accompagnement des entreprises sur ces sujets et donc je peux vraiment en parler en connaissance de cause pour avoir accompagné des dizaines d'entreprises dans des situations similaires. Donc pour préparer cette vidéo, je me suis quand même informée et j'ai regardé des vidéos par exemple de gestion de projet dans lesquelles on parlait essentiellement de hiérarchisation des projets, de file d'attente, de savoir dire non quand le système est saturé. Et on parlait donc très peu de comment obtenir de la motivation et atteindre finalement les résultats. On parle aussi par exemple de savoir hiérarchiser pour prioriser les projets. Et on vous explique que ça s'obtient en réunissant autour de la table les différentes parties prenantes et en instaurant un dialogue de qualité. Mais on oublie que ça ne va pas faire la différence et que ce qui va vraiment faire la différence, c'est la manière dont les projets sont gérés et donc comment je gère le facteur humain. Alors j'ai regardé les vidéos qui parlent du management transversal et là j'ai déjà eu un petit peu plus de reflets de ce que j'observe dans la réalité, c'est-à-dire qu'on parle de comment faire influence et donc comment ne plus utiliser uniquement le pouvoir hiérarchique. En gros, on dit comment est-ce qu'on arrive à faire faire. Donc ça, c'est vraiment déjà un peu plus proche de difficultés rencontrées en management de projet. Donc on observe aussi que ce qui est compliqué, c'est qu'en situation de changement, ça devient de plus en plus complexe. Les habitudes doivent changer et cela très vite. Il y a souvent une pression du temps, les objectifs sont accrus, le résultat est souvent sur le plan émotionnel, du coup contre-productif. Et là-dessus aussi, on ne donne pas vraiment d'outils fonctionnels. En fait, c'est un peu comme si on disait aux parents, enfin, gérer l'adolescence de vos enfants, c'est simple. Il suffit de savoir écouter, d'être vigilant, de continuer à cadrer, mais tout en lâchant un peu la bride. Pour quelqu'un qui a élevé des adolescents, c'est simple sur le papier, mais c'est dans le comment que ça se complique vraiment. Donc, je vais essayer de vous faire un petit aperçu, un panorama des compétences clés qui ont un impact réel sur les résultats et j'ai pu observer comme nécessitant des outils simples en quelques minutes et sur lesquels je vois malheureusement en entreprise très peu d'attention portée. La première étape fondamentale pour bien gérer des projets, c'est évidemment de clarifier les objectifs. Souvent en entreprise, on a des objectifs globaux qui sont très clairs. Ça va. On sait dire il faut augmenter la productivité, il faut atteindre tel objectif concret, il faut augmenter de tant de points tel et tel score, il faut atteindre tel critère. Donc, ce qui est compliqué en fait, c'est pas ça. C'est de les traduire en tâches concrètes, en actions. Et en fait, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ? C'est souvent tout simplement en essayant d'acquérir une panoplie de questionnements qui vont vraiment aider en fait à pas accompagner les personnes. Par exemple, la question qui peut beaucoup aider, c'est d'être capable de répondre à qu'est-ce qu'on attend que je fasse concrètement et en combien de temps. On pense savoir le dire, mais en fait, dans le détail, si on regarde bien, les instructions sont très mal données. On va pouvoir enrichir ça avec, par exemple, auprès de qui ou comment je vais trouver les informations nécessaires. Ou qu'est-ce qui peut freiner et qu'est-ce qui peut m'aider. Ou alors, quelles sont les méthodes qui fonctionnent bien et comment je peux les modéliser et m'en inspirer pour mes propres méthodes de travail. Donc ça passe en fait par un questionnement très concret que l'on met souvent de côté. Et pourquoi ? Parce que très souvent, plus on est expert et moins on a tendance à découper en tâches simples une tâche complexe. Finalement, ça ne va pas être accessible. Et donc, un des réflexes aussi qui peut aider, c'est comment je vais faire reformuler la personne à qui je transmets ce qu'elle a compris pour vérifier qu'elle est vraiment en capacité de mettre en place ce dont j'ai besoin. L'une des difficultés aussi que j'observe le plus, c'est comment gérer l'erreur. Par exemple, pour le manager de projet, c'est comment je vais faire passer une critique. C'est souvent comme ça que c'est vécu. En fait, ça ne va pas être très efficace. L'un des moyens efficaces, c'est de différencier les faits concrets observables, les difficultés en fait, ou ce qui ne va pas, et les qualités de la personne, sa motivation. Donc par exemple, ça va être comment créer mon propre vocabulaire pour être capable de dire ça ne va pas, ceci ne va pas, je constate que tel et tel acte ou résultat ne conviennent pas, et en même temps, ça n'enlève rien à ton implication. Donc c'est comment je porte mon attention sur cet équilibre entre la tâche et la personne, comment je fais vraiment la différence entre les deux. Et de la même manière, pour le manager, ça va être d'apprendre à comment j'ose tirer la sonnette d'alarme, comment je vais chercher de l'aide,
ou tout simplement comment je vais pousser la porte pour demander une vérification, une précision. On a tendance en France à être extrêmement déformé et à vouloir rendre une copie parfaite et à se débrouiller seul. J'observe par exemple que ça ne fait pas très chic de prendre des notes, ou que lorsqu'une personne débarque sur un projet, on va essayer d'aller vite pour lui donner l'impression qu'elle est déjà au niveau et qu'il n'y a pas de souci. Donc la personne se retrouve dans la situation suivante, elle doit absorber un brief extrêmement complexe, des contraintes multiples, voire une culture d'un savoir-faire, et cela en quelques minutes. C'est impossible. Donc un réflexe de base, c'est par exemple de vérifier que la personne prend bien des notes et a le droit de revenir vous demander si c'est bien ce qui a été mis au point ensemble, qui au bout de la 3e étape ne fonctionne plus. Est-ce qu'elle a bien compris? Est-ce qu'elle peut revoir avec vous 1 ou 2 points? Pourquoi pas enregistrer par exemple? En fait, rien que le simple fait de transmettre les bonnes informations et d'avoir une organisation structurée de son discours, et donc en gros d'être pédagogue, c'est presque impossible dans les réflexes actuels du management. Une autre étape qui est fondamentale, c'est comment est-ce que je vais aider à prendre en main, comment je vais lui donner la responsabilité de la partie de son projet. Donc de quoi elle a besoin pour y arriver? Par exemple en termes de délai. Quels sont les délais qui te semblent jouables? C'est une question qu'on pose très rarement. Or, très souvent, on va être surpris, la personne va estimer assez bien finalement ce qu'elle va être capable de faire en combien de temps. Ça paraît tout à fait naïf ce que je dis, et pourtant, regardez bien autour de vous, est-ce que c'est le genre de questions qu'on vous pose? Ou est-ce que si vous proposez un temps pour y arriver, est-ce que vous le faites valider? Ça, c'est par exemple des réflexes que je vois très peu dans l'entreprise actuelle en France. Un autre axe de développement, ça peut être comment piloter. Comment prévoir des étapes de checking pour aider la personne à s'organiser dans le temps et pouvoir redresser la barre quand elle a pris un mauvais cap, quand elle s'est perdue ou quand elle a interprété des informations d'une manière inadéquate. C'est donc mettre au point ensemble à quel rythme et sous quelle forme le manager de projet et le gestionnaire de projet vont vérifier que le projet avance dans la bonne direction. Globalement, ce que j'essaye de vous faire intégrer là en quelques minutes, c'est savoir ouvrir la porte aux questions, mettre en place une méthodologie de collaboration qui est construite dans la concertation et qui donc n'est plus imposée hiérarchiquement. C'est aussi, au-delà de ça, rendre les gens créatifs pour qu'ils trouvent leurs propres solutions et qu'ils deviennent autonomes progressivement. En général, quand j'expose ce genre de principe, on me répond au début « mais enfin, tout manager doit savoir faire ça, c'est évident ». Eh bien, dans la réalité, c'est loin d'être le cas. Donc, c'était juste pour vous donner quelques principes sur lesquels il existe vraiment une multitude d'outils, de savoir-faire, de savoir-être, qui s'apprennent et qui vont être un peu construits sur mesure en fonction de la personnalité de chacun. Voilà, si vous êtes un manager de projet, que vous rencontrez ce genre de difficultés, sachez que chaque personne ne va pas rencontrer les mêmes que les vôtres. Certains, par exemple, vont savoir recadrer, mais un peu trop vertement, et donc vont obtenir de la démotivation. D'autres, au contraire, vont faire du management de pompier et vont trop prendre en charge et donc ne pas rendre autonome. En fait, il suffit parfois de 1 à 3 heures de travail par personne pour changer beaucoup de réflexes et simplement trouver les leviers d'amélioration pour chacun. Nous avons accompagné des dizaines d'entreprises et les résultats sont souvent décrits comme de petits miracles. Pourquoi? Parce que ces outils qui semblent basiques sortent de la boîte à outils du coaching et quand ils sont mis dans les mains des managers, cela les soulage d'une façon absolument incroyable. Voilà, ça va énormément augmenter ce qu'on appelle leur intelligence relationnelle. Et si on part du principe que la créativité et la motivation sont les 2 valeurs de l'entreprise et pourtant elles ne figurent pas au bilan, on comprend pourquoi finalement c'est pas là-dessus qu'on nous a le plus appris à travailler sur nous-mêmes et c'est là-dessus qu'on manque le plus d'outils en fait. Donc contactez-nous à e_bouillon@hotmail.com pour savoir comment nous pouvons vous accompagner et vous former à ces outils et vous faire beaucoup gagner de temps et d'efficacité. Voilà, j'espère que ça va vous éclairer. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.